Bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, il est à côté de moi. Je reçois aujourd'hui Olivier Chanry d'Asynchron. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors tu me fais l'honneur de venir me voir sur cette belle région chartraine. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas encore, tu peux te présenter toi-même en quelques mots? Qui es-tu Olivier? Je m'appelle Olivier Chanry. Je suis donc le dirigeant d'Asynchron depuis 2008. D'accord. Ok. Et Asynchron en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas encore, alors beaucoup te connaissent, j'imagine. Non, en fait, je suis le dirigeant depuis 2008. Oui. Et seul à bord. Et seul à bord. Et seul à bord. J'ai pas compris. Et seul à bord de mon Ah, avion. et seul à bord. Et seul Eh ben, à bord. Tu sais ce qu'on dit, Olivier, mieux être seul que mal accompagné. Hein, Exactement. on est pas mal. C'est bien. Alors, tu es seul, donc tu gères seul Asynchron depuis combien de temps à peu près? Depuis là, 3-4 ans. Donc, tu as beaucoup de boulot, j'imagine. Un petit peu. Asynchron, c'est le spécialiste quand même des jeux d'histoire, on est bien d'accord. Oui. Toi, dans ton travail de tous les jours, tu fais si je comprends bien, de la traduction, de l'adaptation. Je suis comme dans le 5e élément. Multitâche. Multitâche, c'est bien, impeccable. Alors on va parler des jeux qui sont livrés, qui vont être livrés ou qui vont bientôt arriver. Il y en a plutôt pas mal et c'est bon signe parce que justement ça bosse dur chez Asynchron. Oui, enfin il y en a aussi beaucoup parce que tout est en train d'arriver maintenant alors qu'en vérité il y a des jeux qui auraient dû être là déjà depuis 1 an et demi. Ouais. Et toi là-dessus, tu le prends comment? Est-ce que toi tu te sens... Avec philosophie. Ouais, parce que t'es tributaire quand même de plein de choses, toi, quand même. C'est pas... Est-ce qu'on peut dire, les jeux sont en retard, c'est la faute d'Asynchron, c'est la faute d'Olivier Des fois, c'est la faute d'Asynchron. En l'occurrence, si je travaille tout seul sur Asynchron, c'est ma faute. Et puis, des fois, c'est la faute du contexte. Par exemple, Rest to Moscou et Successor, moi, je blâme pas Phalanx. Je veux dire, eux-mêmes sont dans un contexte qui fait que la production des figurines pour... Successeur et puis pour Rest to Moscou, elle se fait en Chine, donc voilà. Alors ils sont là, ils viennent d'arriver, ils sont juste derrière nous, donc ça c'est une bonne nouvelle, super jeu. Successor, entre autres, et puis Rest to Moscou et plein d'autres jeux vont être en démo, on va pas pouvoir y jouer très prochainement sur un événement qui arrive courant juillet, c'est bien ça? Du 13 au 17 juillet, ça s'appelle l'Asynchron et c'est une convention de jeux de société, d'histoire et de stratégie. Wow, ça claque. Donc 4 jours, et comme on veut y participer, comment ça s'organise? Qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? Pour y participer, il faut se renseigner sur le site d'Asynchron, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui permet de savoir quels sont les jeux qui vont être présentés. Le programme évolue chaque semaine. Chaque semaine, le mercredi soir, on propose une nouvelle actualité sur ce qui va être fait. À côté de ça, sur la boutique, on peut y prendre ses billets, puisqu'on peut avoir le pass 4 jours qui est à 40 €, ou alors venir juste pour 2 jours le week-end, ou alors juste une journée. Et puis après, on a aussi répertorié une liste d'hébergements, donc voilà, pour ceux qui veulent. Il y a un groupe Facebook aussi, c'est ça? Il y a un groupe Facebook. Asynchron. Il y a un événement Facebook. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et donc chaque mercredi, on ajoute des petites briques au programme. On va pouvoir y jouer à beaucoup de choses qui ne sont pas encore dans le commerce. Alors, donne-nous l'eau à la bouche, par exemple. Par exemple, on va pouvoir y jouer à France 1940, qui est un nouvel opus dans la série Conflict of Heroes, et donc dans lequel on peut jouer des unités françaises et allemandes. On va pouvoir jouer alors aux nouveautés, c'est-à-dire évidemment Successor, Rest to Moscou par exemple, mais on va aussi pouvoir jouer à des choses qui sont encore une fois même pas à l'état de même pas à l'état de produit au sens où l'édition n'est même pas terminée. Par exemple, il y a Morgane qui vient, donc qui est l'autrice de Pendragon dans le série Coin, là qui travaille sur un jeu qui rentre dans le programme P500 de GMT qui s'appelle Hubris, et qui va venir nous présenter son jeu. Donc en fait voilà, on va aussi avoir une pseudo-campagne sur Wings of Glory, avec un grand tapis qui fait 2 mètres sur 1 mètre, et qui représente Verdun et les alentours. Et là, il y a Simon qui va du Cirque Volant qui va animer ça avec
plein d'avions. On va pouvoir jouer à peut-être 6, 8, 10 autour de la table. Ouais, sympa. Il va y avoir des surdimensionnés. Le surdimensionné d'Hannibal. Il va y avoir... évidemment, on va retrouver aussi... alors, Defcon 1, on va le retrouver en prototype vraiment... quasiment finalisé, proche de ce que ça va être en termes d'édition. Defcon 1 qui a fait l'objet d'une campagne Kickstarter, mais on en reparlera tout à l'heure. Il va y avoir les séries Coin avec Falling Sky et puis Fire in the Lake. Et là, j'ai même pas parlé des prototypes. Ouais, donc charmant programme. C'est-à-dire que l'idée, là, c'est vraiment de jouer à des jeux qui sont sortis dans des versions surdimensionnées ou qui ne sont pas sortis. L'idée, c'est vraiment de jouer tous ensemble entre passionnés. Hein. C'est ça, c'est de jouer en tout cas. Voilà, c'est profiter, passer un bon moment. On a le choix, donc, une journée, 2 journées, un forfait 4 jours, du 13 au 17 juillet. À Tours. À Tours, à La Riche, hein, plus exactement. C'est oui, à côté, c'est Tours, quoi, oui, on va dire. C'est Tours, Hein. c'est Tours. Donc Tours, à 1h15 de Paris en TGV, c'est quand même central, c'est pas très loin de Nantes, c'est pas très loin du Mans. Bon, bah, pour tout détail, le site d'Asynchron, le groupe Facebook Asynconv. On enchaîne, on continue. On va voir maintenant en détail la situation des jeux qui sont arrivés, qui sont en cours. Alors, on va prendre ici mes petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. Alors, on va commencer en partenariat avec Phalanx aujourd'hui. Donc, Race to the Rhine est arrivé. Race to Moscou est arrivé, pardon. Successors est arrivé. Donc là-dessus, on coche. J'ai envie de te dire, on est bon. Avec Academy Games, on a la série Birth of America, bon, qui est là depuis quelques années, que vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour, à aller jeter un œil. Et dans Birth of Europe, on a 878 Vikings, qui est déjà depuis 2-3 ans, hein, peut-être, hein, quelque chose comme ça. Oui. Et arrive le deuxième opus de cette série-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une suite sur cette série de Birth of Europa? Ah bah, on a la guerre de 100 ans, donc le projet il est prêt là depuis quasiment 3 ans. Il y a encore du réglage à faire, mais enfin l'essentiel est fait en termes de développement. Mais ça, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça, dans la mesure où c'est un projet qui ne peut avoir un sens que s'il est fait dans le cadre d'une campagne de financement participative avec la participation d'Academy Games. Oui, clairement. Ouais. Et pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour en termes de calendrier, donc 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 toi, t'es là, t'attends en gros, t'es tributaire d'Academy Games, t'attends, et puis on va dire, ils ont juste à appuyer sur le bouton, si je comprends bien, pour lancer éventuellement, prévoir une campagne, puisque dans tous les cas, ça se fera uniquement avec eux, dans tous les cas. T'iras pas tout seul, toi, là-dessus, c'est clair. Non, ça n'a pas d'intérêt d'y aller tout seul, c'est un jeu qui parle de la guerre de 100 ans, ça va intéresser le marché anglo-saxon. Il y a moyen de faire quelque chose comme ça a été fait sur Vikings, c'est-à-dire d'avoir des figurines pour les monarques seigneurs français et anglais, d'avoir aussi des petites figurines comme pour Vikings qui sont c'est plutôt mignon, quoi. Alors après, oui, on pourrait faire ça, oui, juste sur le marché français avec des standees en carton et puis des cubes en bois. On pourrait faire ça. Il y en a qui s'en fichent, hein. Il y en a qui ça convient tout à fait, hein. Mais même si on fait ça, on va faire quoi? Un tirage à 1000, 1500? Ouais. Donc, vu le contexte, bah voilà, on gagne pas d'argent. Ouais. Donc on attend, à suivre. On enchaîne sur la série Coin Series. Donc le système de jeu bien connu. Enfin, connu, on va dire, hein, quand même. Alors toi, tu as fait une campagne participative. Ouais. Sur un jeu qui s'appelle Falling Sky avec l'extension Aerovistus. Tout à fait. Il y a du retard. Oui. Beaucoup de retard. Oui. Et ça, là-dessus, pour les souscripteurs, on peut s'attendre à avoir le jeu, à recevoir le jeu sur quelle période à peu près, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on est un petit peu dans l'imprévu. Bah là, on est vraiment dans l'ultime phase de relecture. Mais bon, c'est un travail colossal parce que il y a une particularité. Bon, le fait est, c'est que on a Falling Sky et de l'autre côté, on a Ariovistus. Donc Falling Sky, on peut jouer 4 factions. On peut jouer donc le romain, on peut jouer l'éduin, le belge et puis l'arverne. Et on a une faction un peu automate qui sont les germains. Voilà. Et Ariovistus permet de dire alors en fait, on va pas jouer l'arverne qui devient un robot, mais on joue à la place le germain. Donc
c'est pas que ça peut permettre de jouer à 5 joueurs. C'est on joue toujours à 4 joueurs, Ouais. mais ça varie, si tu veux, les joueurs qui jouent. Voilà, bon. Et comme c'est une extension qui existait et que l'on faisait une campagne de souscription, je me suis dit, tant qu'à faire, autant rassembler les deux. Mhm. Sauf que de fait de rassembler les deux, ça implique beaucoup de boulot parce que on a intégré en fait Ariovistus plutôt que de faire un livret spécifique pour Ariovistus qui était une redite à 80% des règles de Falling Sky. Il y a une intégration, donc on a un livret qui permet de faire les deux. Mais du coup, il y a beaucoup de travail de bien voir que si on fait ça, si on dit ça quelque part, faut pas qu'on le redise. Enfin, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Et on a fait aussi une intégration en termes d'ergonomie sur le plateau, par exemple. Donc, ce qui fait que on va masquer une zone qui n'est pas utilisée dans Ariovistus, ou on va masquer une zone qui n'est pas utilisée dans Falling Sky. Donc voilà, il y a tout un travail comme ça. Après, le financement participatif et la souscription, elle a quand même déjà servi en partie. Oui, d'accord. Parce que les illustrations, on a illustré quand même 130 cartes, hein, donc c'est 130 illustrations uniques. Mhm. Ça faisait partie d'un des paliers de la campagne. Ouais. Bon, ça, c'est un budget à 4-5 000 euros, par exemple. Mhm. Donc, voilà, les souscripteurs ont permis déjà de faire tout ce travail d'édition, etc. Donc maintenant, on va passer à la phase de production dans les prochaines semaines. Ouais, donc qui phase de production maintenant, le côté quand même très inconnu pour acheminer en ce moment toute marchandise, donc malheureusement il faut pas être encore très pressé, de toute façon on a appris à être patient, il n'y a pas de problème, mais ça peut, moi je comprends les personnes aussi qui sont impatientes, j'ai envie d'y jouer à ce jeu, on est impatient, c'est normal. Moi aussi j'ai envie d'y jouer. J'ai eu l'occasion de moi de le tester, c'est vrai que c'est un excellent jeu. Alors pour les soloistes, il y a quand même un... Je voudrais quand même préciser quelque chose. Je sais que les gens aimeraient avoir les jeux pour lesquels ils ont souscrit. Mmh. Moi, la seule chose sur laquelle je peux m'engager, c'est le fait qu'ils l'auront, le jeu. Bien sûr, oui. Voilà. Parce que pour nous, le fait de ne pas livrer les jeux, c'est bien plus problématique. Ça vous fait un coup, en gros. Hein. Que pour celui qui ne reçoit pas le jeu. Parce que celui qui ne reçoit pas le jeu, bon, évidemment, voilà, il n'est pas content et c'est normal. Mais ça ne relève que de sa souscription. C'est-à-dire c'est peut-être 100 euros, 150 euros, 50 euros. Nous, à partir du moment où on a un jeu qu'on ne livre pas, chaque jour qui passe, ça nous coûte. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce qu'on dit, moi, j'entends, oui, et je vois, je lis... oui, Olivier d'Asynchron, il communique plus, voilà, on attend, on n'a pas de nouvelles, en gros, limite il va partir avec la caisse, enfin, voilà, comment tu prends tout ça? Parce que j'imagine, bon, toi, comme tu disais, t'es tout seul, pour partir avec la caisse, déjà, il faudrait prendre des vacances. Ouais. Donc, moi, je peux comprendre le mécontentement, je peux comprendre aussi, bien sûr, pour Asynchron, voilà, chaque jour qui passe, tant que c'est pas livré aussi, ça coûte. Mais je me mets aussi à la place, parce que moi, je souscris pas mal de jeux aussi, un peu de moins en moins en ce moment, mais j'aime aussi souscrire. Donc, là, on est sur 1 an, 2 ans, 3 ans de retard, j'ai envie de dire, dans certains cas. Alors, il n'y a pas que Asynchron, hein, c'est clair, mais on a des délais, parfois, on a 2 ans de retard, 2 ans et demi, enfin c'est quand même très problématique. Il faut partir du principe que, à partir du moment où on souscrit aujourd'hui, il faut être d'accord avec le fait que, bon, on aura le jeu, hein, normalement, mais il faut vraiment être très patient. Il ne faut pas partir du principe qu'on aura à la date annoncée. Hein. Si on jette un D6, un D12, un D24... Et dans le doute, ne souscrivez pas. Non mais voilà, on force personne à D'ailleurs, sur Kickstarter, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ça m'a marqué parce que là, ils ont un message hyper clair quand tu vas pour souscrire. Parce que j'ai dû vouloir suivre 1 ou 2 projets. Ouais. Et quand j'ai mis une pièce dans la machine pour suivre le projet, là, c'était marqué vraiment, attention, si vous souscrivez, c'est à vos risques et périls. Fin de l'histoire. Voilà. Parce que certains sont sur le registre, oui, mais donc si j'ai souscrit, je peux me retourner contre l'éditeur parce que j'ai des droits à pas. Non, il n'y a aucun droit. C'est à vos risques et périls. Fin de l'histoire.
Est-ce que, alors moi je me pose la question, comme beaucoup, et là je me mets à la place du client, quoi, du joueur. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Il y a encore, on se dit, 3-4 ans, ça valait le coup. Mais entre les TVA aujourd'hui qui ne sont pas annoncés qu'on rajoute, les frais de port qui explosent, est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller faire un tour sur Kickstarter, hein? Moi je me pose vraiment la question. Alors, je pense que les campagnes dithyrambiques avec allez, on met un fake palier, histoire que ça prenne, et puis le ensuite show, on balance, le show. Mm. Je pense que ça, à mon avis, ça a vécu. Ouais. Le kilo plastique, tout ça, clairement, le show avec, les feux d'artifice, les pétards, Voilà. Donc, je pense que c'est toujours très intéressant, le principe de la souscription, hein, qui est ancien. Il est toujours intéressant, mais en ce qui me concerne, je prévois des campagnes de souscription, mais déjà, ce ne sera pas avant d'avoir soldé l'existant, donc de livrer ce qui a livré, première chose. Et puis ensuite, je pense que ce seront là maintenant, clairement, des campagnes où c'est simple, le projet c'est temps. On arrive à temps, on le fait. On n'arrive pas à temps, on le fait pas. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes lancées où le panier, enfin on va dire le financement était très bas, tout simplement pour dire ça a été financé en 2 heures, et puis voilà, ça contribue au show aussi, quoi. C'est ça, mais justement, il y a des choses intéressantes, et puis des choses qui le sont moins. C'est-à-dire que par moment, tu es obligé d'ajouter du contenu pour animer la campagne, et des fois c'est du contenu qui n'est pas forcément ultra pertinent, quoi. Donc tu te retrouves avec des choses qui sont pas vraiment utiles, mais ça a servi à animer la campagne. Donc voilà, moi, je pense que moi je vais plus retourner aux origines de la souscription, qui est simplement de dire que voilà, ce projet-là, c'est tant, et donc en fait budgétiser en disant bah voilà, ça paye ça paye ça, c'est très bien, c'est tant, et puis ça marche ou ça marche pas. Et pas dépenser une énergie folle à faire du recrutement, à la grosse vidéo, à faire de l'animation sans arrêt, des news, des machins, des bidules. Bah là, clairement, oui, et puis ça demande, tu peux pas faire ça tout seul, clairement. Ça demande aussi du recrutement, des gens spécialisés. C'est sûr que là, maintenant, tu peux plus y aller comme ça, ça s'est passé. La fleur au fusil, et puis voilà, on est vraiment dans le côté financement participatif, dans le sens propre du terme. Là oui, ça a vraiment été révolutionné depuis. Bon Falling Sky, je comprends bien, faut pas être patient. Tu m'as plus ou moins il faut être patient. Enfin, il faut être patient, pardon. Tu m'as plus ou moins répondu concernant ceux qui critiquent Asynchron. Tu leur dis. Il y en a ? Bon. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que en gros, tu leur dis quoi ? Tu leur dis, écoutez, laissez-moi bosser, j'ai du boulot, je peux pas tout faire, je peux pas aller m'occuper de tout, de communiquer en plus, parce que la communication sur les réseaux, ça demande du temps, de l'investissement. Il y a des gens qui recrutent pour ça ou qui délèguent. Hein. Il y a des sociétés qui ont des community managers à temps plein. C'est ça. Toi, clairement, aujourd'hui, on reparlera tout à l'heure de la situation d'Asynchron. Clairement, aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de proposer ça, de recruter ou de faire du freelance avec des gens pour communiquer comme ça. Non, puis bon, voilà, je veux dire, je vais pas dépenser de l'argent pour payer quelqu'un juste pour répondre à des trolls, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ok, on enchaîne ? Oui. Alors, Falling Sky, c'est fait. On peut parler de Fire in the Lake, donc le deuxième opus de la série Coin Series. Ce sera un petit peu prématuré puisqu'on vient de parler en même temps que Falling Sky, mais est-ce que quand même tu peux donner deux, trois petits trucs là-dessus ? Fire in the Lake, c'est quand même dans les cartons, bien sûr. Oui, alors, le contexte fait que je peux pas avancer comme je veux. Ouais. Donc, il y a des éléments où, par exemple, reprenons Race to Moscow et Successor. La date de livraison annoncée par Phalanx à l'origine, c'est octobre 2020. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu attends des jeux ? Tu vois, tu peux rien faire pour qu'ils arrivent, et c'est pas toi qui maîtrise le truc, tu vois. Et encore une fois, moi, je jette pas la pierre à Phalanx, je sais pourquoi ils ont ce retard-là, et je le comprends. Ça me met dans la merde, grave, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Les mecs, ils produisent les figurines en Chine. Le carton était prêt depuis longtemps, mais c'est... Voilà, bon. Donc, tu vas pas rester à attendre, les bras croisés. Voilà. Donc, quand des choses n'avancent pas au moment où tu veux qu'elles avancent, t'en profites pour faire des choses et t'avancer sur le coup d'après.
Ouais. Et c'est exactement ce que je fais avec Fire in the Lake, c'est que je m'avance sur le coup d'après, en attendant Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fire in the Lake, c'est le contexte, c'est la guerre du Vietnam, ouais. C'est bien ça. Donc toujours dans la série Coin. Donc dans la série Coin, on a annoncé qu'on allait faire Falling Sky. On a annoncé la trilogie qu'on allait éditer, et puis ensuite on espère évidemment continuer à localiser en français la série Coin. Donc le premier c'est Falling Sky plus Ariovistus. C'est important de le dire aussi parce que Ariovistus c'est une extension, donc c'est aussi du travail en plus. Voilà. Donc, c'est Falling Sky plus Ariovistus. Fire in the Lake, donc c'est la guerre du Vietnam. Et puis il y aura Pendragon, qui suivra, donc c'est la chute de l'Empire romain en Britannia. Donc, et alors, ce qui est intéressant dans Fire in the Lake, parce qu'on dit souvent, enfin ceux qui connaissent un peu la série, vont te dire que c'est une série qui est faite pour jouer à 4. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai parce que c'est des jeux qui sont asymétriques, chaque faction a ses particularités, et tu peux compenser les joueurs non humains par des automates. Mais c'est plus ou moins bien... Enfin, c'est pas que c'est plus ou moins bien fait, c'est que c'est plus ou moins pertinent, c'est plus ou moins intéressant. D'accord. Selon les jeux. Par exemple, dans Falling Sky, le 2 contre 2, où tu joues chacun 2 factions, je le considère pas intéressant. Parce qu'il y a une faction que tu vas sacrifier au profit de l'autre. Ouais. Dans Fire in the Lake, c'est pas vrai. Dans Fire in the Lake, si tu joues en 2 contre 2, tu joues tes 2 factions. Assez naturellement. Tu vois, t'es pas dans une logique de dire, tiens, je vais faire une action pourrie avec l'une pour privilégier l'autre. En fait, ça se pose pas trop. Donc c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Fire in the Lake, on peut vraiment y jouer en 2 contre 2, en 1 contre 1, pardon, en jouant chacun les 2 factions. Bon. Donc effectivement, oui, ça avance. Et puis, c'est encore une fois, la Syncomve, c'est jouer. Mais c'est pas que jouer. C'est aussi pouvoir... Parce qu'on pourrait y jouer à la 5 ans, on va faire une Zolek aussi. Hein. C'est aussi pouvoir mesurer le travail fourni. Parce que tout ce qu'il y aura à la 5 ans, c'est issu du travail fourni par la 5 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Eh ben on a hâte, hein, vivement le mois de juillet, on enchaîne. Alors, quelque chose aussi... Alors, on devait l'essayer, il y a eu un petit souci, on n'a pas pu l'essayer, moi j'étais très friand de ça, bon, c'est comme ça. Twilight Struggle, mais Red Sea. Alors ça m'intéresse, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, donc ça c'est Pixie qui édite Twilight Struggle, je m'occupe juste de faire en sorte que ce soit propre en français. D'accord. Et Red Sea c'est un spin-off, donc c'est un petit... c'est pas une extension. D'accord. C'est pas une extension, on pourrait croire, mais ce n'est pas une extension. Et donc c'est très très rapide, parce que Red Sea c'est 2 tours de jeu. Donc rapide, c'est quoi ? C'est jouable en 2 heures ? Ah oui, d'accord. 1h30. 1h30, ok. Ouais, alors c'est vrai qu'on dit Twilight Struggle, moins de 2 heures. Non mais là c'est 1h30, c'est 2 tours. Ça sert, ouais, 2 tours, en 2 tours. Ouais. Twilight Struggle c'est 9 tours. Là, Red Sea c'est 2 tours. Alors tu peux mettre un 3e tour optionnel, mais sinon c'est 2 tours. Sur quel champ d'opération c'est La Corne de l'Afrique. D'accord. Voilà, donc on retrouve les pays, les blocs antagonistes entre les États-Unis et puis l'Union soviétique. Et alors, comme c'est que 2 tours, l'erreur est fatale. Oui, clairement. Oui. Tu peux pas te rattraper. Oui, bah non, 2 tours. C'est violent. Ouais. Non mais c'est violent. C'est extrêmement violent. C'est très resserré. C'est pam pam pam. Fin de l'histoire. Bouf. Donc, alors, ce qui est cool, c'est que donc ça permet d'avoir une sorte de pas de produit d'appel, c'est un peu, mais enfin d'avoir un jeu pour dire, viens voir, viens voir, ça. On joue en 1h30. Et ça t'a plu ? Ok. Bon, maintenant, si tu veux, j'ai la grosse version. Il y a la cour des grands là, on est là, tu pousses la porte et on va jouer à Twilight Struggle en 9 tours. Et l'autre truc un peu, un peu, comment dirais-je, un peu cool, ils ont fait une passerelle entre les deux, si on veut, c'est qu'il y a une option de mini deck building, c'est-à-dire que tu peux prendre dans une liste établie avec un budget de 9 points. Alors, dans Twilight Struggle, le principe c'est que tu as des cartes, c'est un card driven, tu as des cartes, tu joues des cartes, et tu les joues soit pour leur point d'opération, soit pour l'événement. Donc, tu as un petit deck building où tu vas avoir un budget de 9 points d'opération pour acheter, parmi une liste de cartes, des cartes. D'accord. Et donc, tu vas pouvoir acheter des cartes
Twilight Struggle Red Sea que tu vas ajouter dans Twilight Struggle, ou à l'inverse, pouvoir acheter des cartes Twilight Struggle que tu vas rajouter dans Twilight Struggle Red Sea. D'accord. Et ça, c'est évidemment à la discrétion des joueurs. Oui. Donc il y a un petit côté... T'as un module, voilà, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Bon, c'est pas foufou, mais non, c'est ça marrant. permet... Ok, ça... Alors, un jeu... Personnellement, moi, je suis client depuis... Pour moi, clairement, ce jeu, je l'associe à Asynchron. Il y a 2 jeux, quand on dit Asynchron, chez moi, il y a Fief, bien sûr, et Mare Nostrum. Est-ce que tu peux nous parler de Mare Nostrum, campagne Kickstarter, si je ne m'abuse, de 2016? Oui. Donc, pour rappel, ce jeu existait déjà depuis les fins des années 2000, 2009, je crois, la première édition, si je ne m'abuse, je sais plus. La toute première? Oui. Ah, j'aurais même envie de dire plus vite. Peut-être même avant, oui. Je sais plus trop. Bon, on va se concentrer. Alors, toi, tu as fait donc l'édition, campagne Kickstarter en 2016. Clairement, le jeu, il est superbe. Il y avait, on va dire, moi, j'aime bien ce qu'on appelle les jeux gueule, mais après, le jeu, il faut qu'il soit bon. Mais en plus, quand le jeu est bon, et en plus, il a de la gueule, c'est quand même sympa. Mare Nostrum, on le trouve plus dans le commerce. Très peu. Hein. Non. Pour en revenir, petit aparté, moi il y a quelques temps, en 2019 peut-être, ou 2020, j'ai écouté un podcast qui s'appelait La Radio des Jeux, et j'étais pas au courant, j'étais un peu sur le cul, où j'ai écouté donc l'auteur du jeu, Serge Lager, et donc j'avais eu un point de vue, et j'ai jamais eu ton retour là-dessus. J'aime bien moi toujours entendre chaque partie s'exprimer. Et tu t'étais pas exprimé vraiment là-dessus. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Un droit de, comme alors je suis pas Michel Pollack, mais un espèce de droit de réponse. En fait, j'ai pas envie de dire grand-chose. C'est une histoire comme tu veux. T'es pas obligé. C'est toi qui. C'est une histoire un peu tristounette, on va dire ça comme ça, pour pas dire navrante. Ouais. Voilà. C'est tout ce que tu veux. Ouais. Tout ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une réimpression de Mare Nostrum? Parce que tu as toujours les droits sur le jeu ou pas? Oui, on a les droits et on va même exploiter les droits que l'on a pour effectivement faire un retirage là. D'accord. Alors retirage c'est quoi? Parce que dans l'édition Kickstarter, il y avait le playmat, il y avait l'extension. L'extension, ça permettait, pour rappel, le jeu se joue de 2 à 5 joueurs dans le jeu de base. Bon, pour moi, le 2 joueurs, c'est anecdotique clairement. Ce jeu, pour moi, est bon à partir de 3 joueurs. 4, 5, c'est très bon. Et avec Atlas, vous pouviez rajouter un 6e joueur. Est-ce qu'on aura cette possibilité-là ou pas du tout? Mare Nostrum, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réimpression, c'est 3-5 joueurs? On réimprime uniquement la boîte de base. Donc 3-5 joueurs, parce que Atlas, il y avait l'extension 2 joueurs, il me semble, dedans aussi. Hein. Oui. Voilà. Est-ce qu'on aura les jetons poker? Non. Pas de jetons poker? Non. Les bâtiments 3D? Non. On aura donc le jeu de base. Et maintenant, on peut faire des impressions 3D, hein, ça existe, il y a des sites spécialisés pour ça. Bon, bah ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Impression, bon là, on se projette un petit peu plus tard, hein, quand même. Hein. Ce que j'envisage éventuellement, c'est de mettre à disposition en open source des fichiers pour que les gens puissent se créer leur Mare Nostrum de leur rêve tout seul. Alors... petit scoop. Moi, je me suis fait plaisir avec Mare Nostrum. Hein. Un grand plateau surdimensionné. J'ai peint les figurines, les jetons poker, les bâtiments 3D. Alors, c'est vrai que j'aurai la possibilité d'avoir ces bâtiments 3D-là via des fichiers. Hein, c'est bien ça, si j'ai compris. Donc, vraiment, voilà, c'est un super jeu, une version surdimensionnée. Et on aura l'occasion de jouer à ce jeu en cette version surdimensionnée aussi à la 5 ou pas? Bah, a priori, grâce à toi. Ouais. Ah bon? Oui. Bon voilà, un scoop. Hein. Donc je viendrai moi avec mon exemplaire, donc plateau surdimensionné, pour ceux qui ont envie de venir nous voir là-bas. Voilà, il y aura le jeu en démonstration, les figues peintes, les bâtiments 3D peints, bien sûr, les jetons poker, et on peut-être l'occasion aussi d'y jouer jusqu'à 6 joueurs. On enchaîne. Oui. On regarde maintenant chez Ares. Alors chez Ares, pour les amateurs de Wings of Glory, World War 1 or 2, you saw my accent, hein? Have you seen it? Hein? Excellent. Very nice. Very nice. Alors, donc tu disais tout à l'heure, il y aura des mots dans la 5, mais en termes de distribution, de réception, on peut s'attendre à quoi en nouveauté? Parce que c'est une belle gamme, hein, ça vit bien, hein, Wings of Glory. Hein.
Où ça vivote. Ça vivote. Non, enfin, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, il y a... Ah, parce qu'il y a eu, donc là, ça se calme un petit peu, alors. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, il me semble. Pas tant que ça. Mais bon, là, oui, on attend quelques avions, je les ai plus en tête, mais on attend quelques avions là, dans les prochains mois. Mais c'est pareil, enfin, tout le monde est à la rue, là, quand même. Parce que tous les avions, Ares fait fabriquer en Chine. Ouais, c'est toujours le même problème. Ouais, donc, voilà. Mais donc là, ce qu'on va avoir, par contre, c'est une campagne. Mm-hmm. Donc la campagne de Verdun. Ouais. Et donc, on va proposer, encore une fois, en exclusivité, des kits. Ce sera vraiment une petite série, hein, une série limitée, presque, on peut dire ça comme ça. Parce que le tapis, il est fait sur un tissu très fin, maillé, on va dire ça comme ça. Et le tapis, il fait 2 mètres sur 1 mètre. Donc, c'est vraiment grand. Et plutôt, ouais, 2 mètres sur 1 mètre. Oui, 2 mètres sur 1 mètre. Et ça permet, donc dans le cadre des scénarios de cette campagne, de jouer évidemment à 2, 4, 6, 8, 10. Oui, bah clairement. Ouais. Donc il y aura au moins une table lors de la Synconve. Et donc on va éditer un livret dans lequel il y aura les 4 missions. Bon, il n'y a pas besoin de rien d'autre, hein. La boîte de base, avec les règles, tout ça, ça suffit. Ce qu'on va juste vendre, c'est le pack du tapis qu'on peut replier. Donc ça peut tenir dans une pochette à 4, tu vois, on peut le replier, le tapis. Et puis le petit livret où il y aura les 4 missions. Donc là, les gens qui viennent à la Synconve, et qui sont fans de Wings of Glory, donc je pense beaucoup à ceux du cirque volant, à tous ceux qui sont de près ou de loin intéressés à ce qui se passe avec Wings of Glory, et ben ils pourront venir acheter ce petit pack. D'accord. Du tapis. Est-ce qu'il y aura une boutique éphémère aussi, hein, ça, c'est ça, avec des ventes du goodies. On en parle maintenant ou... Tout à l'heure, on y revient tout à l'heure. On continue. Quartermaster. Alors, Quartermaster, moi j'ai vu des gens Quartermaster. Moi je me souviens, je l'ai moi Quartermaster. Il y a eu un petit souci de traduction à l'époque, qui est facilement modifiable aujourd'hui. Je sais plus, il y a toujours les fichiers PDF en ligne, hein, on peut toujours... Alors ça demandait quelques modifications de cartes. Bon, pour les slivers, on slivait, ça passait bien. Là, il y a une autre édition Quartermaster sur la Deuxième Guerre mondiale, et il y a la Première Guerre mondiale aussi, c'est bien ça ? Alors oui. Quartermaster. Oui, parce qu'en fait, moi j'avais récupéré les droits auprès de Ian Brody, donc notre première édition, c'est une vraie édition. Parce que j'ai les droits, et donc c'est moi qui dis comment on le fait, et on va imprimer ça, en l'occurrence on l'a imprimé aussi en Chine à l'époque. Et puis on était parti sur l'idée de faire une réimpression, sauf que entre-temps Ian Brody discutait avec un éditeur tiers pour en fait que celui-ci lui rachète les droits worldwide. J'ai jamais vu, il a jamais voulu me dire qui. Bon. Donc du coup c'était un peu compliqué parce que nous qui avions les droits pour faire un reprint, et donc on avait tout préparé. On avait préparé les fichiers, la couverture de la boîte, tout était prêt pour faire ce reprint, mais sauf qu'il me dit que bah non, en fait il y a quelqu'un qui a racheté le droit et je ne sais pas qui. Donc je me dis si c'est quelqu'un qui veut pas ensuite retravailler avec Asynchron pour être X ou Y, tout l'investissement qu'on a fait sur ce jeu-là, il est perdu quoi. Fort heureusement, il se trouve que c'était Ares. Ah d'accord, ok, oui, bon. Donc du coup, on s'est raccroché au wagon avec Ares, puisqu'on travaillait déjà avec Ares. Bien sûr. Mais pour le coup, c'est pas nous qui pouvions décider de comment la boîte elle serait et ainsi de suite. Donc ils ont refait à leur sauce. Ceci explique pourquoi il n'y a pas de compatibilité entre les deux. Parce que les goûts et les couleurs, mais nous quand on a voulu faire, quand on a fait Quartermaster Général, par exemple, le fait que les Italiens soient représentés en violet, je trouve ça moche. Moi je viens du code couleur des Wargames. Et dans le code couleur des Wargames, les Italiens ils sont en vert olive. Donc je trouve ça plus élégant. Enfin après voilà, encore une fois c'est les goûts et les couleurs. Et comme je ne pouvais pas anticiper que 3 ou 4 ans plus tard c'est Ares qui reprendra le truc, moi j'avais la licence. Donc voilà, mais sauf qu'Ares est revenu sur les codes couleurs d'origine. Donc voilà. Bon, c'est un des éléments qui explique pourquoi il n'y a pas de compatibilité.
Et quand j'ai dit Ares, oui, mais tu comprends. C'est quand même chiant ça. Il y a des gens qui ont acheté notre première édition, ils aimeraient bien avoir l'extension Prélude ou Guerre Totale qui soit compatible. Ils m'ont dit, Olivier, le business, c'est le business, hein, tu comprends. Les gens, ils ont acheté ça il y a 4-5 ans, ils ont qu'à racheter, quoi. Ok. C'est Apple, quoi. Faut tout acheter. Bon. Ok. Donc, on a effectivement Quartermaster General V2, faite par Ares, qu'on localise en français. Et là, j'ai en Chine actuellement Quartermaster General Première Guerre mondiale. C'est ça va être ma question. Et l'extension Prélude. La Grande Guerre, je ne l'ai pas fait. Tous les fichiers sont prêts. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'à un moment donné, tu peux plus. C'est-à-dire que tu peux pas payer la production d'un jeu, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, sachant que ces jeux-là n'arrivent pas. Bah ouais, bien sûr. Bah oui. Donc t'as pas de recette. Bah non. Donc à un moment donné, tu t'arrêtes, quoi. Voilà. T'attends que ça arrive, et puis après, voilà. C'est ça. Donc du coup, j'ai mis en stand-by la guerre totale, en me disant, de toute façon, après en même temps, j'ai Première Guerre mondiale qui arrive, Prélude. C'est presque mieux. Toujours essayer de transformer un inconvénient en avantage. C'est presque mieux de se dire, finalement, c'est pas plus mal que ce soit différé d'un an. Parce qu'il y a déjà suffisamment à faire, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc ces deux-là sont en Chine et je suis en train de regarder la solution pour le ramener à moindre coût en France. Il y a juste à les trouver, à les mettre dans les conteneurs, c'est tout. C'est ça. Ils sont prêts, quoi. Oui. Mais, ouais. Donc, et niveau logistique, tout ça doit être une tannée parce que t'as plein de gens qui veulent passer avant toi, c'est la guerre des prix. Enfin, ça pousse, non, je pense pas, non. Non, là, je suis en train de t'essayes regarder. de t'arranger avec d'autres, t'essayes de mutualiser un petit peu avec d'autres distributeurs pour les conteneurs ou pas du tout, où tu te dis bon. Là, justement, le fait est, c'est que j'ai pas mal de jeux encore en Chine et donc du coup, je suis en train de regarder pour avoir un conteneur à moi tout seul, si pour tout ramener. Et je suis aussi en train de regarder pour une solution par train. Un train qui passe. J'ai pas regardé j'ai pas regardé par où il passe exactement. J'ai peur qu'il passe par train. Ouais. Surtout en ce moment, je sais pas si c'est viable. Je sais pas. Ouais. Pas sûr. Mais je suis pas sûr qu'il passe par la Russie en même temps. Il faudrait que je regarde, mais en tout cas, c'est une prestation qui est proposée. D'accord. À creuser. Ouais, faut creuser. Au niveau des prix, ça tient la route. D'accord. Donc voilà, je suis en train de, entre autres choses, je suis en train de regarder comment je peux faire pour rapatrier les jeux. Et sans transition, moi, deux jeux qui me hype fortement, Frostpunk et Defcon 1. Alors, on va commencer par Frostpunk. Ouais. Frostpunk, c'est tiré d'un jeu vidéo, campagne Kickstarter, si je ne m'abuse, 2020. Quelque chose comme ça. T'as des nouvelles de ça ? Nous, on a livré les fichiers français. Ouais. Donc, je sais qu'il y a des choses qui partent à la production, là, dans... Parce que là, pareil, tu t'occupes de la localisation, ouais. C'est Steamforge qui... Non, c'est Glass Cannon Unplug. Ok. Donc, toi, tu t'occupes uniquement de la traduction. Pour la petite histoire, c'est Michel Ozon qui fait partie de Glass Cannon Unplug et qui était avant chez Phalanx. Donc, il est parti de chez Phalanx il y a 2 ans, je pense, et puis il est parti pour rejoindre et former, je pense, même pour fonder Glass Cannon Unplug. Yeah, with the accent. Yes. Defcon 1, campagne participative récente, celle-là assez récente. On peut y jouer toujours, on peut y jouer, je crois que sur... en ligne, oui. En ligne sur Tabletopia. Tabletopia, c'est ça oui. Ou Tabletop Simulator ou Tabletopia? Non, Tabletopia. Tabletopia, ok. Un jeu de Florian Dumont que tu as édité tout seul. Comment ça, j'ai édité tout seul? C'est toi qui t'occupes du développement du jeu, là. Oui. Voilà. Oui. Et ça, on peut s'attendre à le recevoir quand parce que c'est un super jeu, pour rappel, donc ça simule la guerre froide, donc post-deuxième guerre jusqu'aux années, on va dire, jusqu'à la chute du mur, donc fin 80. On en est où là de ce jeu? Est-ce qu'on peut s'attendre à l'avoir pour cette année? C'est envisageable. C'est envisageable. Il sera en démo, la Synconve aussi, on pourra y jouer. Avec Florian, donc l'auteur. Et pour rappel, un petit point, juste les blocs, comment ça se passe ce jeu-là? Il y a plusieurs modes de jeu. Alors, ce jeu est une tuerie. Ah, clairement, moi j'ai essayé. Je l'affirme. Ouais. Je l'affirme. Donc ça parle de la guerre froide, et effectivement, dès le départ, on pense des modes de jeu pour vraiment considérer qu'on peut y jouer, non pas en l'occurrence 2 à 5,
mais on peut y jouer à 2. Ouais. On peut y jouer à 3, on peut y jouer à 4, on peut y jouer à 5. Donc on a développé des modes de jeu qui font que chaque mode permet de rendre le jeu intéressant pour le nombre de joueurs. À 2, on a une confrontation très nerveuse entre l'Est et l'Ouest. À 3, on a un système cercle de la mort. À 4, on a un système de semi-coopération, enfin, etc. Donc voilà. Après, on est sur... Alors, Florian, il était très inspiré par Le Risque, par exemple, des choses comme ça. Donc, bon, ça n'a rien à voir, mais on est sur un jeu de... à voir. On est presque sur un 4X. En fait, on est sur un 3X. Voilà. 3X, ouais. Parce qu'il n'y a pas le côté exploration. Il n'y a pas l'exploration. Mais tout le reste y est, et il y a vraiment des concepts qui sont un peu novateurs. Le principe, c'est que on va pouvoir donc jouer soit l'un des 3 blocs majeurs que sont, alors nous on l'a appelé l'Alliance Atlantique parce que c'est les USA et l'OTAN, le pacte de Varsovie, donc l'URSS et les satellites, et aussi un regroupement qu'on a inventé, enfin que Florian a inventé, qui est le mouvement des non-alignés, et qui représente tous ces pays qui sont en Afrique du Nord, en Moyen-Orient, Inde, Extrême-Orient, Birmanie, tout ça. Et puis, il a ajouté 2 factions mineures que sont la France, la République française, et... Alors, quand on dit ça comme ça, bah, oui, parce que en 1900... À l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut se remettre dans le contexte. Il y a énormément... Il y a quand même une dimension coloniale, et donc des pays à l'étranger qui ne représentent pas rien. Voilà. En plus, avec l'indépendance de la France en tant que nation détenant l'arme nucléaire, tout ça, bon, ça a du sens. Et puis la Chine. Parce que la Chine va petit à petit devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Donc ça remonte pas à hier. Voilà. Donc il y a ces 5 blocs et c'est équilibré. Et c'est un jeu qui est totalement asymétrique. Ouais. C'est-à-dire qu'en toute chose, les réserves d'unités, les cartes, les tableaux de bord technologiques. Donc voilà, c'est un jeu où on peut vraiment définir de sa stratégie en construisant les outils pour sa stratégie. Après, on est sur un ressort qui, lui, n'est pas du tout innovant et qui vient presque du risque. C'est-à-dire que on va pouvoir piocher des cartes objectifs en début de partie, et dès que l'objectif est atteint, tu gagnes. Mort subite. Ouais. Bam. Voilà. Simplement, pour atteindre son objectif, il va falloir faire un certain nombre de choses, et parmi les moyens, on a des cartes missions. Alors, c'est l'inverse du card driven. Ouais. Card driven, c'est je joue une carte pour faire une action. Là, c'est je fais une action, et si l'action correspond aux conditions de ma carte mission, je joue ma carte mission et ça me donne un bonus. Voilà, je valide la carte, je prends le bonus associé. Comme un boost. Voilà. C'est ça. Sachant que toutes les missions sont documentées historiquement, et à l'instar d'un coin ou... Il y a un vrai travail de recherche. Hein, il y a tout un livret en plus associé qui explique toutes les cartes, parce que c'est pas des cartes juste avec une illustration, c'est associé au contexte historique. Donc c'est ça que j'ai trouvé moi intéressant. Alors Defcon 1, pour rappel, pour ceux sans doute vous connaissez, mais Defcon c'est l'échelle quand même de risque jusqu'au risque nucléaire, c'est bien ça. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel, ça peut faire peur. C'est un jeu, est-ce que ce contexte actuel dessert ou sert le jeu? C'est pas évident quand même. Faut vraiment faire la part des choses en disant voilà, je joue, et puis on est dans une époque, voilà, donc on est à fond dans le pacte de Varsovie, création de l'OTAN, etc. Donc voilà, c'est vraiment associé à un contexte, mais précis de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des espèces de relents comme ça qui font qu'il faut vraiment pouvoir faire la part des choses pour apprécier pleinement le jeu. Il faut pouvoir faire preuve de distance, clairement. Ouais, c'est valable pour la plupart des jeux d'histoire et de stratégie. Les jeux d'histoire et de stratégie, ça parle de conflit. Donc, oui, mais c'est vrai que quand on associe le nucléaire, ça fait un petit peu plus peur. Peut-être.
En tout cas, un super jeu à essayer à l'Asynchrome aussi, en plus. Au mois de juillet, pour rappel. Frostpunk, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Oui. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Olivier ? Qu'est-ce qu'on pourra rajouter ? Est-ce que j'ai oublié des jeux ? On a fait le tour, hein, je crois. Hein. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Il n'y a rien qui me vient comme ça d'un coup, là. Bah, écoute, très bien. Asynchrome, tu te vois comment dans 2 ans ? Est-ce qu'on peut parler on peut parler de la santé d'Asynchrome ? Est-ce que ça va, alors pas ta santé à toi, bien que j'en sois soucieux également, mais la santé financière d'Asynchrome, est-ce qu'on peut compter dessus ? Est-ce que tu t'en sors ? Est-ce que t'as eu des événements quand même qui t'ont pas aidé ? Est-ce que t'es toujours confiant ? Parce que moi, Asynchrome, c'est une marque avec un beau taux de notoriété quand même. Ça m'embêterait qu'Asynchrome disparaisse, quoi. J'espère que ça va tenir et que tu vas pouvoir t'en sortir. Moi aussi. Hein ? Ce serait quand même bien. Bah, moi aussi. Ce serait dommage. Bah oui. Bah on peut. Écoute, on croise les doigts. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent là quand même. Oui, voilà. Ça va rentrer, quoi. C'est ça. On espère. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À un moment donné. Est-ce que t'as envie ? Est-ce que t'as envie ? Oui, bien sûr. Fais-toi plaisir. Non, mais je veux dire, je peux pas inventer ce qui n'existe pas. Enfin, si, je pourrais inventer ce qui n'existe pas. C'est complètement con. Il y en a qu'à essayer. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses pour lesquelles je n'ai aucun moyen d'agir. Ouais. Donc à partir de là, clairement. Moi je me suis mis en capacité à réduire les charges de manière drastique, puisqu'il y a eu un plan. Ouais, il y a eu un plan. Hein. Il y a eu une observation. Il y a eu une mise en redressement judiciaire. Ouais. À l'issue de la mise en redressement judiciaire, le tribunal a considéré, avec les éléments qui ont été apportés, que la structure était viable dans le cadre d'un plan de continuation. Donc le plan de continuation a été mis en place. Donc de ce point de vue-là, ça veut dire qu'ils pensent qu'effectivement on peut aller vers des jours meilleurs. Mais la prévision qui a été faite par le comptable à ce moment-là, la projection qui a été faite par le comptable à ce moment-là, tu dois être en dessous. Elle n'anticipait pas la pandémie, et elle n'anticipait pas la guerre en Ukraine et tout ça. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses, je peux rien faire pour... Enfin si, ce que je fais, c'est d'avoir un niveau de charge qui est minimum. Et puis de faire en sorte que les ventes... mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mon distributeur me disait que traditionnellement, le mois de mars n'est pas bon pour les ventes boutiques. Il me disait que le mois de mars avait été particulièrement médiocre. Ouais. Et qu'avril n'est pas mieux. Donc là, je pense... Tu sais, moi, ça fait quand même maintenant quelques années que je suis dans le domaine du jeu de société. J'ai toujours remarqué que c'est un secteur d'activité qui ne connaissait pas la crise. Parce que même quand ça n'allait pas forcément bien en France, et quand c'était pas l'extase totale, il y avait toujours une croissance assez importante sur ce hobby. Voilà. Mais là, on sent quand même un petit coup de... Oui, quand même, oui. Et en fait, ça me fait presque penser au principe des... C'est ce qu'on appelle des bulles sur Internet. C'est-à-dire que, à force de dire 1000 jeux par an, à force de dire la boutique, oui, mais j'ai pas la place de tout rentrer. À force de tout ça, et en plus, là, vraiment, il y a un problème de pouvoir d'achat qui semble s'installer un peu. Bien sûr. Et ben tout ça converge vers le fait que peut-être qu'on a fini avec l'âge d'or entre guillemets de la croissance à 5, 6 voire 10% du jeu de société, quoi. Donc je ne sais pas, c'est compliqué, oui. Ouais. D'autres choses à rajouter, Olivier ? Sinon on a bientôt fini. Bah si, la boutique éphémère. Ah, la boutique éphémère, alors... Je t'écoute. La boutique éphémère, elle sera donc à l'Asynchrome. On y trouve, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, des goodies, des extras, quoi d'autre ? Alors, c'est l'occasion pour nous de pouvoir, dans le cadre de cette convention, générer aussi un peu de chiffre d'affaires. Bien sûr. Puisque c'est une convention dans laquelle il va y avoir des jeux
asynchrone, mais pas que. Par exemple, il va y avoir War Room qui va être proposé pour ceux qui le souhaitent. Et puis, il y a aussi un carré histoire qui est proposé, donc dans le cadre d'un partenariat avec l'Open de Paris des jeudis soirs. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, donc je l'annonce parce que si on m'entend, il faut le savoir. J'ai dit à Guillaume Bouilleux, donc je lui ai dit, Guillaume, cet espace-là, c'est 4 tables pour l'instant, veut qui vient. Oui. Vient qui veut. Viens qui veut. Viens qui J'étais là, genre j'ai compris. Parce que veut qui vient, c'est autre chose. C'est bientôt la fin de l'interview, on est un peu fatigué déjà. On a passé. donc, on n'a même pas pris une petite bière, on aurait pu, mais tu vois, non. L'alcool est mauvais. Non, mais là, est dangereux. Tu m'as levé le matin tôt, là. Ouais. Un dimanche. Un dimanche en plus. Un dimanche. Donc, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un espace qui est gratuit, il n'y a pas de frais à payer. La convention, c'est très simple, c'est 4 jours. Alors juste, excuse-moi Olivier, je te coupe, on n'a pas parlé, ça coûte combien pour passer une journée, 2 jours ou 4 jours à jouer, à s'éclater ? Eh bien, alors c'est 40 € pour 4 jours. Ouais. C'est 25 € pour 2 jours. Ouais. Et 15 € pour une journée. D'accord. Sachant que pour les accompagnants, dames et demoiselles, et moins de 18 ans ou 16 ans, je sais plus, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais. Okay. Voilà. Et donc voilà, moi c'est une opération, si tu veux, qui n'a pas pour vocation à générer du revenu. Oui, ça va pas être. L'idée c'est pas hyper margeur comme. Que ça me coûte rien, par contre. Ouais, c'est ça. Tu rentres au mois dans tes frais pour la location de la salle, etc. Et donc du coup, pour qu'on rentre dans nos frais, eh bien on a ces recettes des billetteries. Comme on ne fait pas payer les stands, alors il n'y a pas des stands à proprement parler, mais ceux qui veulent venir pour dans le cadre du carré histoire, ils n'ont pas de stand à payer, ils ont leur table et puis très bien. Et par contre, on a une boutique éphémère pour justement générer un peu de cash. Et dans cette boutique éphémère, on va pouvoir y retrouver les nouveautés, ça c'est évident, mais surtout on va pouvoir y trouver des choses qui ne sont pas vendues dans le commerce pour des raisons évidentes en termes de modèle économique. Par exemple, un tapis surdimensionné, j'ai pas la marge pour le faire passer par un mode de distribution, donc il faut que je le vende en direct. Donc voilà, on pourra des choses qui ne sont pas vendues en boutique, et il me restera aussi sans doute des petites choses vraiment exclusives qu'on pourra retrouver donc dans cette boutique éphémère. Impeccable. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on aurait oublié ? On a fait le... Je ne sais pas, c'est toi qui fais l'interview. On a fait le tour. Je crois bien, alors je préfère être sûr de rien avoir oublié. Je crois qu'on est bon. Donc, rappel du 13 au 17 juillet. On a terminé. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a plu. Pardon. Vous avez appris des choses. Ça a répondu à certaines des questions que vous auriez pu vous poser. J'ai plus qu'à te souhaiter bon retour, Olivier. Tu retournes sur Tours, justement. Je retourne à Tours. Tu retournes le retour à Tours. J'espère que ça va bien se passer. Tu passeras par les petites routes encore, promener. Oui. Apercevoir cette belle cathédrale au loin. Éviter les radars. Éviter les radars, oui, parce qu'il y en a pas mal par où tu passes, attention. Et attention à vous également, je vous souhaite une très très bonne journée, ou nuit, ou matinée, ou soirée, ça dépend ce que vous allez voir, quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye.